Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Premier kiosque du mois de mars avec deux ténors de la presse martiniquaise, monsieur Gagnon. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Barajo également. Bonsoir. Soprano, non, ténor. Ténor, c'est bon. Oui, baryton. Baryton. Oui, baryton. Enfin, des bons. Mais oui. Mais non, mais c'est comme ça. T'as quelque chose à dire. On fait une... Alors, les absents, monsieur Branchi qui rend hommage à Harmonicola, à la région, et puis monsieur Compère qui a dû s'égarer en chemin. Que sa femme lui pardonne. Non, je plaisantais. On va, si vous voulez, parler de la grève de la Sarah. Et là-dessus, je crois qu'on a un petit bout de film créé, conçu, réalisé par Zouk TV. Si on l'a dans le nodal c'est la salle technique, hein, vous ne pas faire l'intéressant. Et qu'on nous le balance, ça serait bien. Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh baby, what's your name? Aujourd'hui, à la Martinique, c'est l'incompréhension. En effet, depuis ce matin, la circulation est parfaitement fluide. Aucun embouteillage, aucun mouvement de grève, station-service ouverte. Une situation pour le moins inhabituelle qui préoccupe les usagers. Ben, je sais pas ce qui se passe, c'est comme ça depuis ce matin, 6 heures. Là, je viens de faire de l'essence et il n'y avait personne devant moi. Et vous avez pu en acheter beaucoup? Ben oui, mais j'ai fait le plein. Là, je viens de déposer les enfants à l'école, ils étaient à l'heure. Et quant à moi, je vais arriver en avance à mon travail. Tout le monde circule librement, ça risque de faire fonctionner les entreprises, ça risque de créer des emplois. Quelle solution alors? Il faut que l'État intervienne, que le préfet prenne ses responsabilités, réquisitionne les stations et qu'il les ferme de force s'il le faut. Il y a des voitures qui s'arrêtent toutes les 30 minutes. Vous trouvez ça normal? Moi, si les gens ne restent pas tranquilles chez eux, je vais fermer, hein, comme d'habitude. Hein. Là, c'est moi, frère. On est venu comme tous les jours pour trapper un petit 3 € d'essence. Et puis là, on nous a dit comme quoi que tout le monde peut être servi. Regardez. J'ai mes 2 bidons, ils sont remplis d'essence. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Vous allez faire quoi alors? Ben bon Dieu, on bave, moi. Ça, vous voulez m'en faire? Mon gars, restez là. Moi, je vais rester là. Je vais attendre que la file d'attente revienne. Si Dieu veut. Et là, ce matin, tout d'un coup, vers 2 heures, les syndicalistes ont accepté toutes les conditions, tous les accords et ont quitté la table des négociations. Ils ont même décidé de reprendre le travail. Bah tenez, ils sont là justement, regarde. C'est pas nous. Pourquoi c'est toujours nous qu'on pointe du doigt comme ça, hein? Nous, on faisait une très belle grève, très longue, très dure, pour obtenir le versement de la pension d'invalidité d'anciens combattants de 14, obtenu à la grève précédente en 1984. Article 12, paragraphe 20, alinéa P. Et la direction a dit oui. Donc nous, on a dit d'accord. Alors on a décidé de reprendre le travail. C'est pas nous. Hein? Bon, faut être sérieux. Est-ce qu'on a le droit de se moquer ainsi d'un droit aussi fondamental qui est le droit de grève, la cessation concertée d'arrêt de travail? Après ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Après ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, est-ce que le travailleur a un autre moyen que de faire la grève? Est-ce que Zouk TV a eu raison de produire ce petit bout de film plein d'humour? Et est-ce qu'on a le droit de faire de l'humour avec quelque chose comme ça? Est-ce qu'on peut rire de tout? On est sur le chapitre de la liberté d'expression, est-ce qu'on peut rire de tout? Nous sommes tous Charlie. N'est-ce pas? Bon. Bon, non, je crois qu'il y a... Respectons plus quand même. Plus sérieusement, respectons. C'est un mouvement sérieux quand même. Là, c'est un mouvement sérieux, puisque la Martinique a quand même les stations-service ont été prises d'assaut et elles ont été rapidement vidées dès le dimanche soir, le lundi. Revendications déposées par les cadres de la Sarah. Alors justement, les cadres qui font une grève. Alors, il faut une grève parce qu'ils s'inquiétaient de la tournure des événements de la relation État-Sarah, de l'application du décret Lurel, et que de la baisse du revenu de la Sarah et de la mauvaise relation des... N'oublions pas que chronologiquement, une semaine auparavant, il y avait une décision du tribunal administratif qui déboutait le préfet, qui lui réclamait que... Des éléments pour fixer le prix. Des éléments, soit lui soit communiqués pour fixer le prix, alors qu'il pensait que la SAR, il estimait que la SAR ne lui communiquait pas, il avait saisi le tribunal administratif, qu'il a député, disons, vous avez les moyens d'aller récupérer ces éléments, ce n'est pas la décision du tribunal qui va vous les donner. Utilisez vos moyens. Un contexte belliqueux. Contexte tendu et belliqueux. Grève des cadres parce qu'inquiets pour l'avenir de leur
profession. Compte tenu de ces relations, ils exigeaient, dans leurs revendications entre eux, ils exigeaient que l'État et la SARA prennent le dialogue pour pouvoir établir une relation cordiale et convenable de façon à ce que les prix soient fixés en toute transparence. Ils ont fait ce mouvement de grève et le mardi, ils ont obtenu qu'il y ait une commission qui se mettrait en place pour pouvoir justement établir ce dialogue et de façon à ce qu'il n'y ait plus cette situation de tension entre l'État et la SARA. Rappelons que la fixation des prix se passe à partir des éléments qui sont le prix du pétrole brut, la parité du euro-dollar, et puis un certain nombre d'autres paramètres qui interviennent. Voilà, 9 points. Et parmi ces points, la SARA, elle dit que si par le décret Lurel, elle perd de l'argent parce que sa marge, enfin du moins ce qu'elle récupère, n'est plus de 9 mais de 3. Bon, alors c'est un dialogue un petit peu dessous, c'est une grosse industrie. Tu parles de pourcentage du chiffre. Je parle de pourcentage, de chiffre global, et conséquence, bon, un dialogue qui va se mettre en place. On peut penser que c'est paradoxal de voir que ce sont les salariés qui s'inquiètent, qui montent un petit peu au créneau. Les cadres. Mais ce sont des salariés. Oui, d'accord. Ce sont des cadres, mais salariés de l'entreprise. Je dis ça parce que généralement, les cadres ne font pas grève. Ou peu. Très peu. Mais entendre un groupe de travailleurs, salariés d'une entreprise, défendre l'entreprise, c'est une chose, mais défendre un petit peu la position de la direction par rapport à l'État, c'est un petit peu surprenant. Paradoxal. Mais bon, c'est l'outil de travail. Eddy ? Bon. Je pense qu'il faut être un peu pédagogique dans cette histoire, mais aller à la fin. La fin, c'est quoi? C'est que, grosso modo, si on écoute les gens de la SARA, globalement, salariés et patrons, ce vers quoi on va, c'est l'arrêt du raffinage en Martinique. Donc, l'idée, c'est, on va vers l'arrêt du raffinage. Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics ne donnent pas les moyens à la SARA de gagner de l'argent pour pouvoir faire des investissements, pour maintenir le niveau de sophistication pour continuer à ce que la raffinerie puisse exister. Je peux t'interrompre? Sur ce point, ton mot sophistication, je suis d'accord avec ta trame, il est trop fort parce qu'un cadre m'a expliqué que ça n'est même pas au niveau de la sophistication, de l'amélioration, mais c'est probablement de la mise à niveau. Oui, en sachant que la maintenance du niveau actuel, en sachant qu'il va falloir faire des investissements pour monter en gamme. N'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Bon, la problématique, à mon avis, n'est pas là. Je suis désolé de déplaire en quelques secondes aux parties prenantes. Mais la problématique n'est pas là. La problématique, elle n'est pas une problématique, je dirais, capitaliste, classique, de société qui gagne de l'argent pour investir, etc. C'est d'abord une problématique stratégique. Or, je pense que les dirigeants de la SARA et les acteurs politiques n'ont pas encore fait leur choix. Est-ce que pendant encore des années, on va maintenir le modèle économique d'une raffinerie privée gagnant de l'argent pour le reverser à ses actionnaires, à ses salariés et faire de l'investissement, que n'importe quelle société privée fait, ou est-ce qu'on va dire, attendez messieurs, c'est stratégique, donc on va vous donner un chèque pour que vous puissiez faire l'outil tourner, de temps en temps vous allez nous demander un peu plus d'argent pour moderniser. Comme le Galion. Comme le Galion, voilà, et puis c'est à nous, c'est-à-dire c'est à la collectivité. Voilà. Or, évidemment, les acteurs privés de la SARA ne l'entendent pas de cette oreille. Alors que dans la Caraïbe, il y a des raffineries qui ont dans leur capital des gouvernements, des collectivités. Ça se passe par exemple dans les îles Vierges américaines, où on dit la chose suivante, c'est stratégique. C'est-à-dire que s'il y a une guerre, s'il y a un blocage, s'il y a une explosion, nous, on a notre outil de production. Okay ? Et jusqu'à maintenant, tout le monde le sait, ce qui permet à la Martinique de tourner en matière de production électrique, ne serait-ce que ça, et de circulation, c'est d'abord les produits faits par la SARA. Donc, s'il y a un blocage quelconque sur la SARA, il n'y a plus de transport et il n'y a plus d'électricité. Oui. Donc, c'est stratégique. Or, les politiques n'ont pas encore fait le pas voulu, mais à mon avis, notamment à l'occasion du débat de la CTM, ce qui va se passer, parce qu'on entend déjà des choses, il y a des débats, c'est que les politiques vont dire c'est stratégique, donc on veut rentrer au capital et on veut vous faire un chèque. Et le chèque, ils vont le payer avec quoi?
tout simplement avec l'essence qu'on va acheter. Hein. Oui. C'est tout. C'est-à-dire que l'argent, au lieu de servir à faire des routes, parce que bon, grosso modo, on a fini de faire des routes, hein, l'essentiel est là, ok, sauf peut-être dans le nord, eh ben cet argent, au lieu d'aller 100 et quelques millions d'investissements par an pour l'entretien des routes, eh ben il va retourner dans le paiement du prestataire qui va faire tourner la raffinerie. C'est tout. Et il y aura ce qui est important à souligner, ce qu'il y aura dedans des collectivités de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y aura pas, évidemment, de projet de construction de raffinerie en Guadeloupe ou en Guyane. Et les niveaux de sophistication, donc de complexité, des produits à fournir, ne serait-ce que pour l'industrie chimique et puis pour l'électricité, la production électrique, vont être de plus en plus complexes. Donc, il y a des gens qui disent, mais on n'a qu'à acheter ailleurs. Mais désolé, ce qu'il y a ailleurs ne suit pas en termes de normes. N'est pas compatible. Le concours général agricole est organisé chaque année dans le cadre du Salon de l'agriculture. Médaille d'or, je vais parler de notre rhum. Gabriel et moi, on affectionne beaucoup cette production sur le plan économique. Cette production. Et gustatif quand même, non? Pas tellement. On a déjà fait. Non, mais nous avons fait des vies ensemble, on l'a très peu bu. Hein? On l'a dégusté. Je parlais de gustatif. Médaille d'or. Rhum blanc, je le dis parce qu'il y a un peu de cocorico local, comme j'aime. Hein. De temps en temps quand même. Comme j'aime, local. Rhum blanc à 50 degrés. La favorite, Cœur de Canne, Trois-Rivières. Rhum vieux, 3-4 ans, Bali. Saint-James, Fleur de Canne. Dillon, cuvée des planteurs, j'ai rien inventé. Rhum vieux de plus de 4 ans, Trois-Rivières, millésime 1995. Saint-James, 7 ans. J'avais tout trouvé bon, on en discutait. De Paz VSOP réserve spéciale. Dillon 1,5 litre LXO. Rhum vieux avec indication géographique. Alors voilà, je veux un de vous. Indication géographique HSE Black Sheriff. Quelle est la différence entre l'indication géographique et l'appellation contrôlée? Un peu de pédagogie. Allez, on y va. AOC, appellation d'origine contrôlée, répond à une norme précise qui est l'unité de plantation, l'unité de production, l'unité de distillation. C'est-à-dire qu'une canne, dans un périmètre défini, arrive à une distillerie et cette canne produit quelque chose qui lui est fermenté, distillé sur place, en répondant à des normes précises, pas plus de 72 heures dans les cuves en termes de fermentation, et ensuite il y a toute la partie de réduction qui se passe suivant les normes, et ensuite il y a un comité d'appellation d'origine qui se réunit et qui déguste, regarde et donne l'AOC ou pas. Vérifie et contrôle. Et puis ensuite, ça va donner définitivement, bon, on vérifie. Non, c'est tous les ans. Il faut savoir que tous les ans, les rhums AOC Martinique doivent repasser devant ce comité d'appellation pour pouvoir obtenir l'AOC. Okay. Il implique ce nombre de volume. L'indication géographique est une norme européenne. Une norme européenne qui est installée depuis pas très longtemps, en réalité, qui a été obtenue par toutes les productions antillaises, françaises. L'indication géographique, c'est le lieu de production, les Antilles françaises. Le rhum du Galion, le grand arôme du Galion a l'indication géographique. Le rhum de la Réunion. Le rhum de la Réunion. Qui vient de l'obtenir. Obtenu. La Guyane aussi. La Guyane aussi. Pourquoi un rhum Martinique, ce rhum HEC, a obtenu l'indication géographique? Compte tenu que c'est un rhum qui sort du cahier des charges de l'AOC, parce qu'on l'a fait travailler dans des fûts de sherry. Ok. Et à travers les fûts de sherry, il prend c'est une politique voulue par HEC de donner une appellation, de faire passer sur les produits, le rhum AOC, la base, dans des fûts précis, distincts. Sherry, il y a du Bordeaux, il y a du Porto, il y a du whisky, etc. Donc ces rhums-là vont avoir une texture qui n'est pas celle classique du cahier des charges AOC. C'est ça. Et comme ce sont des rhums qui ne sont pas forcément dans le cahier AOC parce qu'il y a un volume à définir, donc c'est une production qui n'entre pas dans le lot d'AOC, mais comme on est sur l'éducation géographique Martinique, terre de culture de rhum, c'est une éducation géographique. C'est bon. Il faut remettre ça dans un contexte de concurrence. C'était la deuxième étape. Ah ben vas-y. Non, mais c'est bien qu'il parle. Laissez dire. Alors, juste un élément. En clair, il faut rappeler aux gens qui nous écoutent que la Martinique est le seul pays au monde où il y a des rhums AOC. Bon, c'est ça.
Et ça le donne... Alors une question, est-ce que les autres producteurs français de rhum peuvent l'obtenir aussi là aussi? Non. Ils peuvent faire la demande. C'est compliqué. Mais c'est compliqué. La Guadeloupe n'a pas d'AOC. La Guyane n'a pas, la Réunion n'a pas. Pourquoi? La Réunion non plus. Parce que le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée veut dire qu'il y a l'unité, le principe d'unité, les trois unités théâtrales. Ils peuvent avoir cette unité de temps de lieu et d'action pour faire une assimilation. Non, ils ne sont pas organisés pour ça. Il y a l'unité de terroir, l'unité de production, l'unité de distillation. C'est-à-dire que notre rhum... Nous, on a ça, eux, ils ne pourront pas avoir ça. Notre rhum, pour que les choses soient claires, le rhum Martinique, le rhum agricole Martinique, pas le rhum agricole Martinique. La canne passe dans un moulin, la sort d'un champ, passe dans un moulin broyé. Le jus récolté passe dans une colonne de distillation. Le produit distillé est récupéré, va en cuve, va dans une cuve de fermentation. Cette cuve de fermentation, il y a un temps de décantation qui est de 312 heures, et ensuite ça repasse en réduction. Et ça reste dans des cuves pendant à peu près 3 mois. Et après on sort ce rhum-là, qui est toujours le rhum blanc, et à ce moment on le met en bouteille. Et pourquoi les autres, il n'y a pas eu... Vous ne pouvez pas faire la même chose? Non, pourquoi on ne peut pas faire la même chose? Parce que notre rhum, en réalité, n'a eu aucun élément de rajout. Il n'y a pas eu de rupture dans la chaîne de fabrication du broyeur jusqu'à la bouteille. Ce qui n'est pas le cas en Guadeloupe ou en Guyane? En Guadeloupe, non, parce qu'ils ont un processus de fabrication qui est différent dans la mesure où le fameux jus de Vesoul que nous récupérons, ils le remettent dans la colonne. Et là, mon bol mort. Et puis voilà. Ça donne le rhum Guadeloupe. Ouais. Mais ce n'est pas le même processus. Il y a surtout l'absence de présence sur les 3 éléments dont Gabriel parlait, sur le même lieu. Ouais. Et que ça peut venir d'une autre, entre guillemets, exploitation agricole, c'est transporté, le jus peut venir. Est-ce qu'en Martinique, tout est sur le même lieu? C'est historique, ça. Je reviens à cette notion de concurrence. Les seuls qui pouvaient avoir l'AOC, ce sont les Martiniquais qui l'ont eu. Ça leur donne un avantage compétitif majeur parmi l'ensemble des rhums du monde entier. Et les rhums français, entre guillemets, Guadeloupe, Guyane, Réunion, on dit mais on veut quand même avoir quelque chose pour sortir du lot, pour être visible. Pour nous différencier, des rhums de Porto Rico. Voilà, qui sont faits dans les rhums indiens, brésiliens, etc. Chinois. Ou chinois, mais n'importe qui peut faire du rhum. Il y a du rhum qui est fabriqué à Paris maintenant. Du rhum parisien. Bon. Eh ben, c'est cette origine géographique, indication géographique, qui a été enfin, parce que c'est récent, je crois que c'est décembre. C'est hyper récent. Qui a été donné à toute une série de rhums qui ne sont pas des rhums d'appellation d'origine contrôlée. Cette indication géographique est donnée aujourd'hui à ces produits, du rhum traditionnel français, parce que même si on a l'AOC, on est dans le lot des rhums traditionnels français, garantit à minima une fiscalité différente de celle des autres alcools à payer. Dernière question qui tue. Les béquets ont quelque part perdu le combat du rhum, parce que ce sont des grandes sociétés hexagonales qui ont le remettre, en contrairement à ce qu'on pourrait croire. Là, ils ont perdu le combat. J'ai envie de te dire, nous sommes en 2015. Non mais bon, plus un produit, plus on va aller sur des marchés dont les produits sont internationalisés, moins on aura la main. Ou alors il faut composer. Aujourd'hui, les béquets ont quoi? Le Gobernat Ayotte a Clément et JM. Clément a décidé, envisage, mais bon, c'est quasiment décidé de ne plus faire de rhum blanc à l'international, donc de ne plus exporter de rhum blanc. Parce que c'est pas rentable. C'est pas rentable. C'est pas rentable. C'est pas que c'est pas rentable. C'est que le rhum vieux est beaucoup plus rentable et plus concurrentiel sur le marché français qui lui est envahi par des produits venant de l'extérieur, Brésil, Porto Rico, Chine, etc., que de maintenir des volumes. Autant le vieillir, tu gagnes plus dessus et puis tu le singularises beaucoup plus. Mais il faut quand même rappeler la chose suivante. Donc, ils ont ça. Le groupe Ivayotte à Saint-Étienne. Et puis, on a un petit groupe qui est Nesson. Voilà ce qui appartient, grosso modo, aux Martiniquais. De Paz, par exemple. La Favorite. Oui, la Favorite, au Dormois. Favorite au Dormois. Donc, voilà ce qui appartient aux Martiniquais. De Paz.
Dopas appartient à la Martiniquaise, au groupe COFEP. COFEP a... Tenu par Caillard. Caillard qui est le monsieur rhum industriel, c'est-à-dire Negrita. L'Ammonie appartient au groupe Chevrillon. Chevrillon, groupe qui a repris l'Ammonie il y a même pas un an. Qu'est-ce qui nous reste encore alors? Non, c'est tout, grosso modo. Peu importe ce qui porte les finances. Parce que Chevrillon, il a un volume financier, Chevrillon a une capacité de pouvoir porter un produit sur des marchés. Ce que fait le groupe Payotte, ce que fait les autres. Ce qui importe, c'est qui fait le rhum. Vous pouvez mettre les capitaux, vous n'avez pas mettre de chais. Oui. D'accord. Ce sont des Martiniquais qui font. En sachant, il y a quand même, parce que les gens s'intéressent à ça. Mais oui, le rhum, c'est quand même l'alcool le plus vendu au monde. Ouais. C'est pas le nôtre qui est le plus vendu au monde. Rhum en général. Mais le rhum en général, c'est le premier. Tous des positionnements commerciaux comme ne plus exporter de rhum blanc par Clément dans le marché français. Parce que la concurrence est trop dure. La concurrence est énorme. Sur Paris, aujourd'hui, on boit beaucoup plus de rhum venant des pays extérieurs qu'on ne boit du rhum martiniquais. Dernière question. Quels sont les rhums qui ont disparu, dont vous vous souvenez? Hardy. Ouais. Non. Attends. Hardy, Bernus. Non, ils n'ont pas disparu. Non, mais dans le commerce, tu n'en trouves plus. Tu en trouves, non. Tu n'en trouves plus comme avant. Les distilleries, ces distilleries ont disparu. Mais les marques existent. Oui, les marques existent. On trouve du rhum Hardy. Parce que le rhum Hardy appartient au groupe Caillard et qu'il est distillé sur la colonne de Saint-James. Le rhum Bernus. Bernus, oui. Mais quand il y a un rhum récent qui est revenu sur le marché il y a 5-6 ans, c'est le rhum Matco. Matco, oui. Produit à Saint-James. Mais les marques. Donc ce sont des niches en réalité, ça va pas faire de grande Mais ça c'est pour la consommation locale, pour ceux qui ont un peu la mélancolie, la nostalgie. Alors, et puis ça compense les fameux volumes des contingentements et ça permet d'avoir les marchés. Dans les médailles que tu as signalées, il y a quand même un rhum qui a signalé qu'il y a une médaille d'ailleurs, c'est la Favorite. La Favorite. Et le producteur qui n'a pas de contingentement, c'est-à-dire qu'il n'a pas la fiscalité protégée sur le marché français, et que lui, il a obtenu une médaille d'or, c'est une qualité de travail qui est reconnue, et que c'est peut-être celui, avec Nisson, qui a encore moins de moyens que les autres. C'est-à-dire qu'au niveau du travail de la colonne, de la mise aux normes de la distillerie, aux normes environnementales, hygiéniques, etc., il a moins de moyens que les autres. Dernière question. Qu'est-ce qu'on appelle un bon rhum et qu'est-ce qu'on appelle un mauvais rhum? En Martinique, hein. En Martinique, les mauvais rhums à l'extérieur, on sait. Mais alors, les femmes vont te dire que, parce que nous, on fait des études de goût et puis des études de notoriété, d'opinion sur ça, sur le rhum. On a un baromètre. Tous les 3 mois, on interroge les gens sur les marques de rhum. C'est exceptionnel. Le rhum, je vais vous donner un chiffre, 65% des Martiniquais sont capables de nous donner au moins 10 marques de rhum. C'est le seul marché, et on fait des trucs sur le champagne, le jus, etc. Le seul marché où les gens sont capables de retenir le nom, être capables de retenir, quels que soient les milieux sociaux, quel que soit l'âge, être capable de retenir 10 marques de marché, c'est exceptionnel. Qui est-ce qui est capable de citer 10 marques de lait ou 10 marques de biscuits? Alors qu'on bat du lait certainement pas 65% des gens. Donc le rhum a un rapport affectif, ou les Martiniquais ont un rapport affectif avec le rhum, qui est exceptionnel. Alors les femmes disent qu'un bon rhum, c'est un rhum qui ne leur donne pas mal à la tête. Ouais, donc un rhum peu alcoolisé. Voilà, un rhum qui n'est pas chargé, qui n'est pas trop chargé et qui ne remonte pas au sommet du crâne. Les hommes, c'est un rhum qui est fort, et un rhum qui est bon, c'est un rhum qui est fort en bouche. Ouais. Et c'est-à-dire qu'il les remplit. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, parce que concrètement, mais quand on fait des études quali, c'est ce que. Non, mais je n'en vois pas. Moi je n'en bois pas. Il va nous faire le petit innocent qui moi je bois. Moi je bois. Donc je bois et j'aime ça. Simplement, je ne sais pas ce que les gens veulent traduire quand ils disent. Moi, mais ça parce que ça a. Alors, il y a de la carité, ça a brûlé moi, ça a fait moi du bien. Bon, en fait, il y a aujourd'hui, tous les rhums agricoles sont AOC. Et ils sont bons. Et compte tenu des impératifs et des obligations de cahier des charges, nous avons tous des rhums de qualité. Après, c'est une question de goût. On va apprécier des rhums à volume, à charge alcoolique moins forte ou plus fort. C'est une question de palais et de goût. Ceci étant, ils sont tous de très bonne qualité.
Et puis la qualité est intéressante, ça permet d'avoir des rhums vieux de très grande qualité. Mais il y a des rhums qui sont excellents en blanc, mais quand ils sont jeunes vieux, c'est-à-dire quand ils sont dans le minimum légal pour être vieux 3 ans, ils vont pas vous donner la même sensation, la même performance qu'ils ont en blanc. Peut-être qu'ils sont meilleurs à 6 à 10 fois en AOC. Comme toute chose a toujours une face sombre et une face lumineuse, on a vu la face lumineuse, voilà la face sombre. Alors, manque de canne à sucre, problème de réglementation européenne pour l'énerbement, oui, l'interdiction d'utiliser des herbicides, on fait ça à la main, ça grève le cou, et la quantité d'herbe et mange tout ce qui est donné comme élément, comme apport à la canne. Nécessité de faire de la canne un label et de lui donner, de la faire véritablement prendre une certaine dimension pour aller jusqu'à être un élément touristique. Et c'est ce que la SICA qui vient d'être créée veut faire. Votre avis sur tout ça? Il y a problématique, 3800 hectares de terre agricoles sont plantés en canne AOC. Oui. Aujourd'hui, même la canne qui va en sucrerie, c'est beaucoup de canne AOC. Parce que dans l'AOC, la canne, il faut qu'elle soit reconnue AOC. On ne va pas mettre une canne dans une distillerie et la distillerie ne va pas faire du rhum AOC si la canne n'est pas AOC elle-même. Il y a un certain nombre de cannes, il y a une variété bien précise qui sont qualifiées AOC. Volume pour les distillateurs, compte tenu aujourd'hui de la manque d'absence de richesse depuis plusieurs années des cannes, compte tenu des conditions climatiques. Compte tenu aussi des problématiques dans le désherbement, avec les herbicides interdits. Conditions climatiques, trop d'humidité, pas assez d'humidité, trop d'eau. Trop d'eau, ça noie la canne, c'est-à-dire que la richesse en sucre que la canne peut avoir tombe par rapport à l'engorgement en eau. C'est pour ça qu'une île comme la Réunion, qui est moins humide que nous, est aussi... Ils ont plus de surface. En canne, ils ont beaucoup plus de surface. Aussi, moins humide aussi. Ils ont plus de surface en canne, mais c'est plutôt du sucre qu'ils font. Ouais. Bon, nous, on fait beaucoup de rhum et peu de sucre. D'où le plan de la région pour pouvoir relancer la plantation en canne et renforcer Une parenthèse, ce qui veut dire que la suppression des quotas européens ne nous touche pas beaucoup pour le sucre, puisqu'on ne produit pas de sucre. Oui, c'est que le cas de la Réunion, c'est que le cas de la Réunion, c'est que le cas de la Guadeloupe. C'est qu'on a un quota qui est protégé, mais le problème c'est que nous, le quota, on ne l'atteint jamais. Oui. C'est ça. On l'atteint jamais. Donc nous, pour le moment, ça ferme les yeux, mais le jour où on dit, bon, on va arrêter, parce que quand on produit, comme on a produit l'année dernière, en tonnes de sucre, en tonnes de canne, on a produit 37 000 tonnes, et qu'on espère cette année obtenir 55 000, mais compte tenu des 3 jours de pluie qui viennent de tomber, ça sera difficile d'atteindre 55 000 tonnes de canne. 50 000 tonnes de canne pour du roi, 9 000 tonnes de sucre. Or, le quota sucrier, vous le multipliez par 4. Ouais. Alors, continue. Donc, il faut, évidemment, pour aider à la replantation, ce qui a été fait dans le plan de relance de la canne, la SICA canne qui a été montée, c'est pour pouvoir permettre aux planteurs de mutualiser leurs moyens en termes de plantation, en termes de travail sur les champs, donc les herbicides, etc. Parce que l'herbicide étant défini par la France et sur les normes européennes, des fois ces herbicides, ils sont sur des... Compte tenu, ça c'est le mot pratique par Benoît, qui est le patron de Saint-James, les herbicides et les normes sont définies pour des pays tempérés. Nous sommes en zone tropicale. C'est pas pareil. L'herbicide, l'herbement, il n'est pas sur 6 mois ou 3 mois, il est sur toute l'année. Bon, donc chaque fois il faut plaider la nécessité de dérogation par rapport à ces normes, parce que la canne... Mais là, en l'occurrence, c'est fini, terminé. Il a fallu recruter des... Il faut recruter des gens pour acheter parce qu'en plus, il y a les herbicides, les produits, et puis des fois les machines, il faut qu'elles soient adaptées. Quand vous avez des cannes, des machines pour désherber, et puis ensuite les machines pour récolter. Donc, mais pour autant... On peut être optimiste, nous ne sommes pas forcément dans la partie, parce qu'eux, ils sont au cœur des choses. Et ce qui compte pour le planteur, c'est d'avoir le paiement. La région, avec les autres partenaires, que ce soit l'agence de services et de paiement, etc. Pour raccourcir les délais, tout ça. Permet de raccourcir. Mais attends, c'est important, parce que les planteurs étaient payés 6 mois après. D'accord. Voilà. Donc ça permet de maintenir la profession. Alors on va passer toujours dans la basse-cour, toujours dans l'agriculture, on va passer de la canne à la banane. À la banane. Alors comme vous avez dû entendre très certainement, les producteurs de Guadeloupe et de Martinique ont créé la marque banane française, avec une singularité, c'est que c'est un ruban tricolore
adhésifs qui vont entourer la banane avec naturellement les couleurs tricolores, bleu, blanc, rouge pour la singulariser. Alors la motivation, c'est que c'est un concept pour différencier ce produit de ses concurrents d'Amérique du Sud, d'Afrique ou d'Asie, en expliquant l'UGPBA, l'Union des groupements de producteurs des Antilles. Voilà. Que c'est une façon d'informer les consommateurs, de leur faire savoir que c'est un produit made in France, puisqu'il y aurait chez les consommateurs cet attrait, cette affection de consommateurs pour le produit français. Et puis de faire savoir que c'est une banane honorable, la mesure où elle est celle qui est produite avec le minimum de pesticides, et puis également avec des salaires les respectueuses des travailleurs. C'est grosso modo ça la problématique. Ils ont pas inventé la poudre, ils n'ont pas réinventé la poudre, ils ont été voir ce qui se passait dans les pays qui produisaient de la banane européenne, et notamment l'Espagne. Et l'Espagne a parié sur une politique de nationalisme espagnol, même si les bananes venaient des Canaries. Des Canaries. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire, au lieu d'aller expliquer à un type qui habite le Jura, que la banane vient de la Martinique et de la Guadeloupe, et que la Guadeloupe et la Martinique sont françaises, on n'a qu'à lui dire que c'est de la banane française. Parce que quand il est dans son rayon, on n'a pas le temps de lui expliquer ses subtilités géographiques. On lui dit ça c'est français, ça c'est pas français, il va prendre le français, quelle que soit l'origine. Et donc ce raccourci-là a un avantage majeur, c'est qu'il fait faire des économies, on va dire, de communication. Okay? Et il a un autre avantage majeur, c'est qu'il singularise le produit français par rapport au produit non français. Et effectivement, toutes les études marketing indiquent que dans la plupart des pays, sauf peut-être la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, puisqu'on a dû demander aux gens d'avoir un réflexe. Vous vous rappelez toutes les campagnes produits locaux, piles, etc. Dans la majorité des pays occidentaux, sur un certain nombre de produits alimentaires, c'est pas forcément le cas sur les autres, mais dans la production alimentaire, le réflexe à qualité égale, le réflexe est plutôt nationaliste. Donc autant faire bénéficier la banane de ce réflexe nationaliste. Parce que la banane a pour principal débouché, la banane martiniquaise notamment, a pour principal débouché le marché métropolitain. Et puis on a assez de consommateurs aussi que nos terres sont polluées par le chlordécone, pour ne pas leur rappeler qu'elle est de provenance martiniquaise guadeloupéenne, on va dire qu'elle est française. et puis d'appuyer sur la propreté en pesticides, et puis d'appuyer aussi sur le fait qu'elle est propre au point de vue respect des travailleurs. Ben voilà. Attends, il dit, ça m'a fait sourire parce que l'exemple espagnol. L'Espagne est entrée dans le marché européen en 92. La banane des Canaries, c'était 100% du marché espagnol. Ouais. L'entrée de l'Espagne dans le marché européen faisait qu'il était obligé d'ouvrir le marché aux bananes européennes, donc bananes françaises et bananes portugaises de Madère. Aujourd'hui, je ne pense pas me tromper, la banane des Canaries, c'est 80 à 85% du marché espagnol. Non, ils ont perdu un peu. Quelle est la part de la banane antillaise sur le marché français? Aujourd'hui, on n'est pas à 75%. Non, on est quand même majoritaire. On reste majoritaire. Mais à mon avis, avec ça, on va prendre des parts de marché. Je te donne un chiffre. 260 000 tonnes de bananes en Europe, principalement en France quand même, pour un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros. Ce que je veux dire, c'est que cette campagne de banane française, les Espagnols ont lancé leur campagne de nationalisation de leurs bananes auprès des consommateurs dès l'entrée de l'Espagne dans le marché européen, 92-93. Le groupe FAB avait organisé une visite en Espagne sur comment se comporte le marché espagnol de la banane. C'était en 97. Ce qui se passe là, en 97, nous sommes en 2015. Il a fallu tout ça de temps pour s'en apercevoir. Mais en Espagne, la notion de produit national, produit de chez nous, était très fortement ancrée. La banane espagnole, la banane des Canaries, coûte plus cher sur le marché que la banane autre.
Mais on l'achète. Mais c'est toujours 85% du boulot. Le Français, lui, il va chercher le moins cher. Sur une étale de supermarché ou d'une épicerie, vous avez la banane des Antilles, qui était là, carton, vous pouvez poser sur le côté, et puis vous avez l'autre banane africaine, banane sortant de notre pays. Sans différencier. Enfin, donc, en fait, tu dis que ce qu'il fait là sera efficace. Il aurait fallu peut-être s'il y avait union, on peut dire, s'il y avait union avant, peut-être plus fait. Commentaire de la fiche de presse que j'ai eue, cette initiative apparemment anodine a pris 10 ans pour être mise au point. Eh bien, oui. Elle rentre dans un schéma dans lequel on peut noter un investissement global de plus de 6 millions d'euros, amortissable sur plusieurs années, dont un tiers de cet investissement pour une nouvelle ligne de conditionnement à Dunkerque, le port où débarquent toutes les bananes de Martinique et de Guadeloupe. Ce serait l'aboutissement de toute une restructuration, de toute une organisation de bananes. 10 ans de retard sur les Espagnols. Voilà. 10 ans. Je vais quand même vous donner les chiffres. Hein. On n'est pas loin. 80% des volumes consommés en France viennent des Antilles. Viennent des Antilles. Donc, il y a progrès. Étude d'Agrimer, banane en 2013. Ouais. Donc moi je pense que c'est quand même important ça, parce que les autres exemples, tu as parlé de la banane espagnole, mais les autres exemples en France de nationalisme, rappelez-vous Montebourg, hein, sur les produits agroalimentaires. La France est quand même une des premières puissances agroalimentaires du monde, ça marche en France. Le saucisson, les pêches, etc. Bon, c'est fragile. La bouffe. Autant faire bénéficier, parce que qu'est-ce qu'on en a à faire que le type il sache que ça vient de Guadeloupe ou de Martinique. Surtout que les Français ne savent même pas où se trouve la Martinique et la Guadeloupe. Et tu as vu que je n'étais pas interrogé cet aspect nationaliste au petit pied. Je n'ai pas posé le débat. Mais nous, on est au-dessus de ça. Donc n'en parlons pas. Le renoncement au drapeau, ça ne nous fait pas peur. Mais pas pour ça, pas à ce niveau-là, il faut être efficace. Un drapeau, et puis tu meurs de faim. Mais posons la question, si cette campagne, parce qu'aujourd'hui, tu as donné les chiffres sur le volume consommé sur le marché national, le marché français. 560 000 tonnes en France aujourd'hui. Le marché global. Et comme nous sommes à 285 000 tonnes, à peu près. Bon. N'oublions pas qu'il y a une problématique de prix sur le marché européen et au marché mondial, où les fameuses protections qui existaient sur les produits ACP, produits européens par rapport aux négociations avec l'OCM, font que la diminution de la protection, donc la baisse des taxes sur les bananes venant d'autre part, font que ces parts de marché ne sont pas garanties du tout. Parce que vous avez une banane qui va vous coûter 60 centimes par rapport à une qui est à 1,25, le consommateur, lui, il ne regarde pas l'origine. Bon. Sauf si tu le fidélises. C'est pour ça qu'il faut, il est important de le fidéliser dès maintenant, de façon à ce que lorsque le produit, les bananes moins chères vont entrer sur le marché, il faudra pouvoir résister. Un attachement aux trois couleurs. C'est simple. 8 mars... Il faut quand même rappeler, on l'a fait pour le rhum. On l'a fait pour le rhum tout à l'heure, en disant que c'est, vous allez sourire, c'est l'alcool le plus vendu au monde. La banane, c'est le fruit le plus consommé au monde. 8 mars... Pas la nôtre. Hein. Messieurs, voulez-vous qu'on parle de notre fruit? Non mais attends, on parle aux téléspectateurs en même temps. Voulez-vous qu'on parle de notre fruit? Alors pour finir sur la banane, sais-tu que la crainte de tous les producteurs de bananes dans le monde, sais-tu quelle est leur crainte? Non. Que le Brésil se mette à produire de la banane et l'exporter. Oui, parce que le Brésil et l'Inde, c'est les premiers producteurs mondiaux de bananes pour le marché intérieur. Messieurs, autre fruit de la création, c'est la femme. 8 mars, droit de la femme. C'est un peu macho. Je pense qu'on va se faire... Le 8 mars, c'est pour nous et doit rester une journée militante faisant la différence avec les nombreuses manifestations uniquement festives et vidées du sens de cette journée. Et ES, pas vidé, enfin c'était vidé. Notre volonté est dans une ambiance conviviale de porter des revendications militantes sur les droits des femmes ici et dans le monde. Ce 8 mars est d'autant plus important qu'il marque le départ de la 4e marche mondiale des femmes, initiative qui rassemble les femmes du monde entier. Je vous laisse commenter, je ne dirai plus rien puisque mon approche a été un peu sexiste, je le reconnais, je l'avoue, mais c'était de l'humour au second, troisième degré. Moi j'ai trouvé, enfin je vous dis quand même, j'ai trouvé ce communiqué très, très anguleux, enfin très, très, très dur. Voilà. Bon. Mais vous ne rien dire, hein, parce que vous savez, il faut faire attention quand on parle. L'INSEE vient de produire, je n'ai pas encore eu le temps de regarder, des éléments de différenciation sur les salaires dans les entreprises privées, entre les hommes et les femmes. Bon. Tout à fait d'accord.
Oubliez ça, on a reçu ça aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. On l'a reçu aujourd'hui. Ça demeure inadmissible. Oui, bon. D'accord. Moi, je répète ce que je dis depuis des années. On est dans une société dont la base économique est structurée autour d'un système capitaliste. Hein. Je trouve le système capitaliste complètement stupide à partir du moment où il oublie d'intégrer à la fois chez les consommateurs, chez les décideurs, donc les dirigeants, chez les chercheurs, 52% de la population. Si le système tel qu'il existe aujourd'hui avait l'intelligence de dire, bon, les mecs, on met de côté 52% de la population. Est-ce qu'on ne serait pas plus comme les Noirs, comme les Noirs aux États-Unis, toutes les minorités. Donc, cette réflexion qui est stupidement matérialiste devrait. On penserait qu'au moins cette réflexion bassement matérielle pourrait prévaloir chez ces gens-là. C'est même pas le cas. Sur l'idéologie ou sur la culture. C'est même pas le cas. Bon, alors parfois on peut se demander si c'est même pas à la limite naturel, quoi. Ouais. Que l'homme soit suffisamment con pour mettre de côté des gens qui pourraient le rendre plus riche, plus intelligent, allons dire. Gabriel, ton avis? Moi, tous les jours, je suis sur deux dossiers politiques, collectivité territoriale. Il y aura 51 personnes qui seront élues à l'Assemblée Martinique en décembre. La moitié de femmes. Ça dit la moitié de femmes, 25. C'est déjà un progrès. Ben, il y aura, donc 25, c'est-à-dire qu'ils devraient avoir toutes les listes. Elles devront présenter des candidats. De femmes. Est-ce qu'il y aura la moitié de femmes élues? Ben, ça dépendra. Pour les départementales que nous ne connaîtrons pas, il y aura quand même un binôme. Un binôme, ça c'est dans les autres départements de France. Tu dis qu'il y a progrès. Il y a progrès. Par contre, où je pense qu'il y a encore des progrès à faire, c'est que quand on regarde un petit peu la préparation de cette élection, de femmes tête de liste sur la circonscription unique Martinique, il n'y en a pas beaucoup. Il y aura au minimum une. Combat ouvrier, Joachim Arnaud. Oui, comme au minimum une. Ouais. Bon, eh ben le combat, il est là. Ceci étant, de par la loi, il y aura plus de femmes, et que dans le conseil exécutif qui sera mis en place en décembre 2015, eh ben, sur les 8, il devra y avoir 4 femmes. Ouais. Au moins 4 femmes. Okay. Au moins 4 femmes, parce que le président peut être une présidente. Oui, s'il a une femme tête de liste, gagne les élections. Oui, bon. Oui, non, mais donc reste possible. Au minimum 4 femmes. De plus en plus sérieux, je vais vous dire ce que monsieur, dont viendra après, le directeur du CHU de la Martinique, après être passé... Estienne, devant Nicolas Estienne, c'est ça? Nicolas. Après être passé devant le comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre des soins hospitaliers, il n'y a rien où il n'y a aucun secteur, il y a autant d'organismes, d'acronymes et de trucs que la santé. Directeur général du CHU de la Martinique, voici ce qu'il a annoncé aux organisations syndicales. Que l'aide financière ministérielle devrait être maintenue à 100 millions d'euros en 2015 comme en 2014. Ouais. 100 millions d'euros, c'est beaucoup de pognon. Enfin, on continue. C'est surtout 50% de la somme qui est réservée au national. C'est ça. En 2013, le CHU avait affiché un déficit de 8,4 millions d'euros pour 2013 seulement. Ça m'étonnerait. Ce chiffre-là me semble... bas. Ça semble un peu bas, quoi. Oui, mais après 90 millions d'euros d'aide en trésorerie. Ah bon, d'accord. Ça, c'est pas le déficit initial, c'est le déficit résiduel. Les 90 millions, ils sont retrouvés avec ce déficit. Ils sortent avec un déficit. Enfin, ils sortent. Non, ils commencent l'année avec un déficit structurel de 100 millions. Et quand on leur a donné quand même 90 millions, ben oui, il leur restait, comme tu dis, la différence. Le solde. Alors, il y a quand même une amélioration du système de facturation, ça c'est la CGT qui le dit, puisqu'elle aurait permis d'engendrer l'an dernier quand même 10 millions de recettes supplémentaires, simplement en facturant correctement. C'est impressionnant, hein. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Il y a beaucoup d'argent en fait en Martinique. Hein. Alors, attends, laisse-moi faire c'est pour la santé, il en manque quand même. S'agissant de la reconstruction du plateau technique, l'État avait
prêté 100 millions d'euros. Il avait permis de rembourser jusqu'à 2021. On a annoncé au CHU qu'il fallait rembourser en 2016. Ça va faire beaucoup de chaleur. Si on veut étrangler le char, on ne fait pas plus. Alors, M. Nicolas Etienne a également confirmé le versement prochain de 3 millions d'euros pour le système informatique. Simplement, on fait le système informatique 3 millions d'euros. C'est pour ça que je donne les chiffres. Pour que les gens se rendent compte. 3 millions d'euros pour refaire un système informatique. Et que tu changes ton PC chez toi, tu en as un pour 300 euros maintenant. Système informatique. Au niveau de l'hôpital, non mais c'est impressionnant. Oui, mais comparaison n'est pas raison, je sais, mais pour que les gens se rendent compte, bon. Mais on leur permettra de scinder ça en deux ou rembourser. C'est pour ça, c'est important de donner des chiffres parce que notre réflexe, bon, pour les gens qui sont de mauvaise foi, c'est pas la peine. Bon, on discute pas avec eux. Mais pour le citoyen qui veut savoir, notre réflexe est d'abord un réflexe de simplification, de disant bon. C'est pas grave, ça coûte pas cher, Yokani fait ça, etc. On le fait tous. Mais quand on commence à mettre les montants sur la table, et là les gens commencent à comprendre que laissez-moi donner un autre montant. Le prêt toxique, l'emprunt toxique qui avait été souscrit pour la caisse d'épargne. Je ne savais pas que la caisse d'épargne accordait des toutes les banques. Toutes les banques ont fait cette saloperie-là. Excusez-moi, cette ignominie. Il faut quand même qu'on le rappelle. C'est synonyme. L'emprunt toxique, il devient toxique quand on perd, mais quand on gagne, il est plus toxique. Oui, en tous les cas. Bon, la plupart, enfin, il est fait pour qu'on perde, quand même. Oui. Parce que l'emprunt toxique, il faut quand même dire ça aux gens, parce qu'ils comprennent. Vous prêtez de l'argent et on vous dit, c'est pas cher, mais le taux d'intérêt peut bouger. Alors pour l'hôpital, c'est un prêt à taux fixe de 15 millions d'euros étalé sur 30 ans, mais qui... Dans le taux d'intérêt, le taux variable. Taux variable. Ouais. Mais les indemnités pour annuler le prêt toxique vont coûter 11 millions d'euros. Il vaut mieux. Que de... Ah bon, que supporter les variables. Oui, parce que c'est un peu... ça a été le cas pour la Grèce. Le montant total des intérêts payés est supérieur au montant du capital de départ. Donc il vaut mieux 15-11. Parce que il vaut mieux. C'est logique. Mais non, mais tu soldes, ok. En un coup. Plutôt que de payer 30 millions d'euros. Ouais. tu gagnes 4 ou 5 ou 6 millions d'euros. Ça fait quand même un peu lourd dans le portefeuille. La Grèce, c'est une chose, on n'est pas sur le portefeuille, mais c'est vrai que ça devient un peu lourd dès lors où on est dans un système capitaliste, libéral, et on s'aperçoit que rien n'est gratuit, ceci étant. Je crois qu'il faut se poser la question. Est-ce que la santé doit dépendre d'une capacité financière à faire des emprunts et à rembourser des... C'est ce que l'État sous Sarkozy a voulu, c'est ce que le gouvernement a voulu, c'est l'autonomisation des hôpitaux. Les hôpitaux deviennent des entreprises privées. Comme les universités qui doivent... L'UNEF a fait le total de ce que les universités doivent, c'est colossal. Elles font faillite. Alors, dernière information quand même, il a été prévu par cette consultation auprès de l'organisme dont je vous ai donné l'acronyme interministériel Tu peux rappeler l'acronyme? Ah, il est jusque là-haut, je l'ai oublié. J'ai une tablette, tu vois. Et avantages et inconvénients, des cadences. Donc cette entrevue a été l'occasion pour le directeur général de présenter l'évolution organisationnelle du CHU, avec l'objectif de passer de 7 à 4 sites. Ça va gronder les syndicats. Alors, c'est assez long. En tout cas, l'hôpital Pierre-Zobda d'Akitman deviendrait un hôpital de soins intensifs, de chirurgie, etc. La cité hospitalière Montgovulsin serait dévolue à la médecine, à la réadaptation et aux soins de long séjour, sans bloc opératoire. Le centre Emma Ventura à l'activité d'EHPAD dépendra désormais du Conseil général et de l'ARS, mais non plus du CHU, enfin oui, mais de la région, de la collectivité. Il est également prévu de transférer à très long terme l'hôpital Clarac de Fort-de-France sur le site Pierre-Zobda d'Akitman, donc ça va fermer, dans un nouveau bâtiment encore à construire, encore à dépenser. Donc, je ne vois pas pourquoi il est déjà là. Peut-être pour des économies d'échelle rationalisées et regroupées. L'hôpital Louis Domergue de Trinité serait conservé avec ses disciplines actuelles. Maintien entre autres de 3 unités, pédiatrie, développement de la pédopédiatrie, et probablement un transfert
ou un arrêt du SMUR et de la néonatologie. Ne me donnez pas ce que c'est, je n'ai pas eu le temps de chercher. Ceux qui savent. Les urgences. La néonatologie. Bon. Ensuite, le site du bourg de la Montagne serait remis à la municipalité. Tchébé-Samo, Montgovulcin, de même, les soins de longue durée rejoindraient, donc, qui étaient au Lamentin, rejoindraient Montgovulcin, de même que la dialyse. Seul le centre d'action médico-sociale précoce resterait momentanément au même emplacement, souligne la CGT. Voilà. Ce qui fait le syndicat des hospitaliers SMH dénoncer, comme d'habitude, des hospitaliers, des toubibs et tout, dénoncer la situation qui pour eux est catastrophique. Là, je ne vous ferai pas l'inventaire. Non, mais bon, je pense que sur ça, les Martiniquais sont suffisamment informés du fait qu'on a eu un système hospitalier qui vivait largement au-dessus de ses moyens pendant des dizaines d'années, que le système hospitalier a servi de soupape de sécurité sociale comme les mairies à l'époque. On a embauché des gens pour donner du travail et par solidarité, et que cette époque bénie est terminée. Je vous donne quand même les propositions du syndicat hospitalier, du personnel hospitalier. Il propose une recapitalisation, comme on a fait avec les sociétés d'économie mixte là, de développement. C'était laquelle? On a recapitalisé celle du... Oui, on a... C'est ma ville. Donc, inévitable recapitalisation sous couvert de contrôle quotidien de l'État. Mais une recapitalisation, c'est quand on a une société de capitaux, oui. Quand on a un établissement public, il n'y a pas de capitaux, c'est pas une recapitalisation, c'est une subvention. Oui, mais ça s'appelle une subvention pour effacer les dettes et payer les fournisseurs. Et c'est pas une recapitalisation. Avec une gouvernance médicale centrée vers les soins et les moyens nécessaires, mais aussi un plan de retour à l'équilibre étalé de façon réaliste sur de nombreuses années. Ça veut dire maintenir la situation... Sur 30 ans. Ouais. Attends, j'entends ça, mais en même temps, je me dis, la Martinique, il y a Grand-Rivière au nord, Sainte-Anne au sud. Vous avez un problème à Sainte-Anne, il faut que vous alliez jusqu'à, si je comprends bien... Ah, tu peux monter à Trinité, d'Omer. Il faut que tu ailles de Domer. Donc, tu m'arrives... Au Lorrain, parce que pour certains trucs, il faut aller au Lorrain. C'est... Le Lorrain va dire ça. Alors, si tu es à Grand-Rivière, Lorrain, déjà, il faut sortir rapidement, sans trop de classe pour arriver au Lorrain. Mais quand tu es à Sainte-Anne, il faut que tu ailles. Tu dépasses de la montagne, parce que cet hôpital tout neuf, c'était un hôpital tout neuf, mis aux normes, qui a coûté Montgovulcin. Non, il ne sert pas aux urgences. Là. Ouais. Il est fermé, il faut aller jusqu'à la MENA. La MENA qui est engorgée par les urgences. Je me demande si on ne mange pas sur la tête. Oui, on mange sur la tête. Monsieur Lafontaine, Jeff Lafontaine, qui est fonctionnaire de la région. Il n'est pas fonctionnaire, hein. Il est contractuel. Il est directeur de cabinet. Directeur de cabinet du président du conseil. Il fait un siège éjectable alors. Ah oui, comme tout le monde. A fait un texte qui commence comme ainsi: la médisance et la diffamation sur les réseaux sociaux et même sur d'autres supports de communication de masse semblent être devenus l'apanage de gens qui n'ont aucun projet politique, aucune vision, etc. On assiste depuis quelques mois à une multiplicité des agressions et atteintes personnelles d'envieux, de médisants, de commères et corbeaux en tout genre qui pervertissent ainsi les outils du net pour atteindre lâchement ceux qui ne peuvent salir autrement. Ces auteurs cherchent par ces basses manœuvres à épuiser par l'usure ceux qui ont le malheur d'avoir un quelconque talent qui leur fait défaut. C'est ton message de fin d'émission, ça. Ouais, comme ça vous pouvez rien dire là-dessus. Dites quand même de petits mots, même si les réseaux sociaux... Ça vaut la peine de recommencer des choses qui, à mon avis, ne sont même pas mérites de s'attarder sur les... Nous sommes des gens intelligents. Ne donnons pas la parole. Eddie a déjà été victime de ces campagnes, moi aussi. Vous savez la meilleure solution qu'il faut adopter? Vous laissez dire les choses les plus ignominieuses à votre sujet. Vous laissez tranquille, et puis vous recevez des avis de certains qui sont totalement en défaveur des bêtises qu'on peut dire sur vous. Vous conservez une sorte de sérénité, vous planez, vous continuez à faire vos émissions, à travailler, à sortir vos journaux, et puis vous leur explosez au nez. On ne va pas dire autre chose. Bonsoir, monsieur. Madame, monsieur, mademoiselle, au revoir. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pas beau, Catherine, quoi, comme c'est ça.